Le service de l'information de CJSO vous présente On a des choses à dire avec Pierre Plante et Jean Lemay. Une présentation de Luciétel Parizeau Cabinet d'assurance et du magazine Contact Affaires. Jeudi le 15 juin 2017. Bon midi, mesdames, messieurs. C'est déjà la dernière dont on a des choses à dire pour cette saison. Pierre Plante, bonjour. Bonjour, Jean Lemay. Alors, Pierre, c'est l'été qui s'amène avec toute sa ribambelle d'activités, de célébrations et de beau temps dont on souhaite profiter. Là, on a profité d'ailleurs au cours des, il faut le souligner, là, c'est au cours des derniers jours de température absolument exceptionnelle. Enfin rendu. Enfin rendu là, ouais. Et il y a bien des gens qui doivent se dire ça, qu'on est enfin rendu au beau temps de l'année parce qu'on prévoit des différentes organisations. Et quand le temps nous fait faux bon, ça nous enlève là, beaucoup d'éclat à différentes fêtes. La prochaine, c'est samedi prochain, hein, c'est dans 2 jours, c'est le Grand 375, la fête d'été du 375e qu'on nous promet éblouissante, rien de moins, avec musique, humour et histoire qui devraient nous émouvoir parce que ce sont tous des gens d'ici qu'on va retrouver sur scène. Et avec Alain Dumas comme animateur, Antoine Lachance comme directeur musical, Anne-Elisabeth Bossé et Pierre Mondeau, c'est un peu étonnant là, dans la narration. Bref, rendez-vous sur le site. Et c'est une belle occasion de découvrir le site, mais aussi d'encourager et d'avoir un élan de fierté vis-à-vis de tous ceux qui vont nous présenter une prestation artistique. Là, ce sont tous des gens de chez nous qui vont le faire avec grand bonheur. Alain Dumas qui va probablement passer la fin de semaine chez Beau Papa, Belle Maman, parce qu'il est aussi demain midi l'invité de Luc Denoncourt aux sorties du vendredi. Luc qui sera aussi l'animateur de l'émission spéciale qu'on fera pour le tournoi de golf Beauchemin, Fleury, Beauvilliers, faut-il dire maintenant. Beauchemin qui aura un autre statut. Ouais, elle fait ça. Puis il y a un point de presse très important avec François Beauchemin demain sur le terrain des Dunes là, pour faire le point sur sa situation. On l'a dit tantôt, là, il vient de recevoir une tuile, là. Appelons un chat, Ouais. de recevoir une douche froide de son équipe, là. Quand on a des qualités de joueur de hockey comme François, il y a toutes sortes d'opportunités qui peuvent se présenter avec une expansion cette année. Verrais-tu ça? Non, parce que là, c'est un secret de polichinelle qu'on risque de voir Marc-André Fleury se retrouver à Las Vegas dans cette nouvelle équipe d'expansion. Ouais, beaucoup de gens disent. Et que François se retrouve lui aussi là-bas. En tout cas, ce sera à lui C'est pas interdit de penser. On peut rêver. On peut rêver d'avoir nos deux Sorellois au sein de la même équipe. Ça peut arriver. On a eu une belle nouvelle cette semaine, le pont Maurice-Martel, le pont de la 30 qui finalement aura un vrai nom. On va arrêter de l'appeler le pont Neuf, même s'il y a 40 ans d'âge et plus même. Oui, je sais pas si on va faire comme pour le quai numéro 2, on continue à l'appeler encore quai numéro 2, mais dans le fond, Maurice-Martel mérite de toute évidence là, qu'on lui donne qu'on donne son nom au pont de l'autoroute 30. Et ça a été officialisé en début de semaine par la Commission de toponymie du Québec qui a retenu les arguments de gens qui défendaient la candidature de Maurice Martel. Et il faut remercier Martin Lajeunesse qui a fait beaucoup de travail pour fournir une pétition de quelques 500 noms. Et la commission de toponymie ne fait pas ça à la légère et pas juste parce qu'on réclame quelque chose. Elle a consulté les différents organismes de la région ici, comme la ville, la MRC, la Société historique. Bref, M. Martel, qu'on connaît tous, il ne s'agit pas de rappeler tous ses faits d'armes, mais je pense que c'est un bon coup. On a aussi la campagne électorale qui s'en vient. Nous, on termine, là, mais à notre retour, la campagne électorale sera probablement déjà entamée. Et là, les joueurs commencent à se préciser. Il y a Yvon Bibeau qui a annoncé officiellement son retour. Oui, là, on joue toutes les stratégies. On se demande quand on va rendre notre candidature officielle. Mais dans le cas d'Yvon Bibeau, ça s'est fait cette semaine.
Et il va demander un 5e mandat comme conseiller de la ville. Il se présente dans le quartier Saint-Laurent, là où il a lui-même, il a dit, là, il habite ce quartier-là depuis 68 ans. Il y a d'excellentes racines dans ce quartier-là. D'ailleurs, à la dernière élection, il avait obtenu 56% des votes devant ses 2 autres adversaires. Dont Martin Lajeunesse. Dont Martin Lajeunesse, qui avait terminé 2e dans la course. Est-ce que Martin Lajeunesse va oser affronter à nouveau Yvon Bibeau? Je ne sais pas. Mais il y aurait une carte majeure dans sa manche cette fois-ci, parce qu'il a sûrement gagné de la sympathie avec le dossier du pont Sorel-Tracy-Lanoraie. Oui, absolument. Tout ça, ça devient intéressant quand les gens gagnent de l'expérience et remplissent leur CV de différentes réalisations. On va y aller rapidement avec les coups de chapeau. Il y a Sophie Chevalier également aussi, dont on va avoir des nouvelles la semaine prochaine dans ce dossier-là, des candidatures. Oui, ça va débouler, là. Oui, absolument. Rapidement, les coups de chapeau. On a parlé de Contrecœur cette semaine, qui a fait l'acquisition de la colonie, enfin des terrains de la colonie Les Grèves. Quel beau geste. On parle souvent de Contrecœur en bien, mais c'est parce que les choses se passent bien. Cette fois-ci, c'est que Contrecœur a annoncé son intention d'acheter la colonie des Grèves et pour carrément maintenir sa vocation et considère comme un joyau du patrimoine. Donc, ils annoncent leur intention d'adopter un règlement d'emprunt de 2,5 millions de dollars, et ce qui devrait assurer le maintien de la mission et des activités de la colonie. Une belle façon d'assurer sa pérennité. Oui. On pourra aussi bientôt se faire examiner, pas qu'on le souhaite, là, mais les gens qui sont concernés pourront bientôt se faire examiner au bronchoscope et bu. Oui, la bonne nouvelle qui se poursuit, c'est finalement le ministre Barrette avait autorisé l'achat. On se souvient de toutes l'épopée autour de ça. Le fameux bronchoscope en question va nous être livré la semaine prochaine. On a déjà une salle d'endoscopie pour recevoir l'appareil. Et avec un peu de temps pour la formation et le rodage, on devrait pouvoir profiter de cette nouvelle machine pour des premiers examens vers la mi-juillet. On parle, vous le savez, c'est un appareil qui nous permet de mieux détecter le cancer du poumon. À l'émission aujourd'hui, on vous l'a annoncé au cours des derniers jours et au bulletin de nouvelles tantôt, il en fait mention. On va d'abord parler à Sylvain Rochon. On lui avait donné un mandat précis à Sylvain Rochon, notre député provincial, de rencontrer le ministre des Transports, M. Lessard, et idéalement aussi de jaser avec les hauts dirigeants de la Société des traversiers pour savoir où ces gens-là se nichent dans le dossier du pont souhaité par Luc Poirier, le pont Sorel-Tracy-Lanoraie, souhaité par en fait un paquet d'intervenants. De plus en plus, on fait l'unanimité de ce côté-là. Oui. Et on va donc en jaser avec lui. Il va nous faire rapport de ses conversations qu'il a eues pendant cette session très intensive des derniers jours à l'Assemblée nationale. On va également aussi parler avec Laurent Cournoyer de Cournoyer Publications. Il va mettre son chapeau de Cournoyer Publications pour nous parler de Contact Affaires, cette revue qui est commanditaire de l'émission, mais qui également aussi qui paraît ces jours-ci, en donnant la parole à une quarantaine de personnalités de la région qui se prononcent sur un portrait économique de la région, leurs attentes et... une belle démarche. Oui, c'est très positif finalement comme résultat. On va en jaser avec lui. Et on va terminer avec notre dernier collaborateur de la saison, Yves Bérard, qui est là pour nous revenir, lui, sur le dossier du resto encore. Mais il va faire un parallèle entre l'investissement majeur qui a été fait de ce côté-là et ce qui devrait, selon lui, se faire pour revigorer le centre-ville. On va donc en jaser avec lui en fin d'émission. Et pour l'instant, après la pause, notre député provincial du Parti québécois, Sylvain Rochon, est avec nous au téléphone. Envie de vivre des émotions? Le Cinéma Saint-Laurent vous offre la possibilité de rire en famille, de pleurer en couple, ou même d'avoir peur tout seul. Choisissez votre moment et allez vous faire plaisir. Et si, pour ajouter à l'émotion, vous voulez y aller gratuitement, écoutez CJSO. Vous pourriez gagner des laissez-passer pour le Cinéma Saint-Laurent. CJSO salue la réussite des dirigeants des appartements au Pays du Survenant à Sainte-Anne-de-Sorel. Ayant su agencer la faune et la flore à leur projet, ils se distinguent en offrant la quiétude et le luxe au bord du fleuve. Félicitations au nom de CJSO, de ses auditrices et auditeurs.
aléas de la vie vous préoccupent? Saviez-vous que votre courtier Lucier Del Parizeau vous offre désormais l'assurance vie, l'assurance voyage et même des solutions d'épargne et de placement personnalisées? Planifions vos finances ensemble et libérez votre esprit. Chez Lucier Del Parizeau, votre conseiller financier est votre meilleur allié. Pour en savoir plus, appelez-nous au 1-866-LUCIER ou visitez lucierdelparizeau.ca. Contact Affaires. Le magazine Contact Affaires est présentement distribué par La Poste dans toutes les entreprises de la région. À la une, 40 personnalités se prononcent sur la région, bilan et perspectives d'avenir. Aussi, vous y retrouverez 2 cahiers spéciaux, l'un sur les 25 ans de Cournoyer Communication Marketing et l'autre sur le Salon des affaires de Sorel-Tracy qui a eu lieu en mai dernier. Vous pouvez consulter une version électronique du magazine sur contactaffaires.com. Le magazine Contact Affaires, des reportages branchés sur notre communauté économique. Une réalisation de Cournoyer Publications. Soleil cet après-midi, on prévoit un maximum de 24 degrés. Ennuagement soirée, il y a quelques averses qui débutent au cours de la nuit, venteux, minimum 14. Et ce vendredi, de la pluie intermittente, ça demeure venteux, maximum 21 degrés. 101.7 FM. De retour à On a des choses à dire, une présentation de Lucier Del Parizeau Cabinet d'assurance et du magazine Contact Affaires. Sylvain Rochon, qui est notre invité, Sylvain Rochon, notre député provincial, qui s'est fait l'agent 101.7 pour aller cueillir de l'information auprès de ses collègues au gouvernement québécois, entre autres le ministre Lessard. Sylvain, bonjour. Bonjour, M. Lemay. Je ne veux pas diminuer l'importance que je donne au mandat que vous m'avez octroyé, mais il y en a un plus important, puis il est arrivé le 9 mars 2015 à mon élection, le mandat de représenter Richelieu. Là-dedans, il a posé des questions au ministre. Disons que votre mandat se superposait au mandat initial. Oui, d'accord. Mais qu'en est-il finalement de cette petite commande spéciale? Là, dans ce dossier-là du pont Sorel-Tracy-Lanoraie, je veux d'abord rendre à César ce qui lui appartient. On ne parle pas de ce pont-là depuis hier matin. Non. On en parle depuis 50 ans. Puis il y a un élu qui s'est beaucoup investi dans cette croisade-là. Il tire sa révérence à l'automne. C'est Olivier Gravel. Ouais. L'autre qui s'est beaucoup investi, c'est Jean-Yves Landreville. Aussi. Je le dis parce que il ne faut pas donner l'impression aux gens là, que ça vient d'apparaître, là, cette idée-là. L'élément nouveau, c'est qu'il y a un promoteur privé qui a levé la main pour le faire, le pont, un pont à péage, dont il ne compte pas rentabiliser l'investissement qu'avec nos contributions à chaque passage, mais avec nos contributions à l'impôt. Parce que la Société des traversiers, à laquelle il demande de consacrer au pont l'argent employé à l'opération du bateau passeur entre Sorel-Tracy et Saint-Ignace, c'est nous toutes et nous tous qui la faisons vivre avec nos impôts. Et sur cette question-là, il y a un hic pour le montage financier de M. Poirier. C'est que les maires de Sorel-Tracy et Saint-Ignace de Loyola, pour ne parler que de ces deux-là, ils ne veulent pas que le pont signe la fin complète du traversier. Bon, alors, il y a eu une motion conjointe à l'Assemblée nationale, adoptée à l'unanimité d'ailleurs le 6 février 2017. Elle demandait quoi? Elle demandait au gouvernement qu'il étudie tous les projets de pont reliant Sorel-Tracy et Lanoraie. Puis il y a eu une pétition que j'ai déposée le 18 mai de 1500 pétitionnaires initiés par la Chambre de commerce qui demandait cette pétition-là au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports qui se saisissent de l'étude de préfaisabilité sur le pont à péage, l'enrichissent des informations qu'il possède, fixent les conditions de réalisation du projet et déterminent l'appui technique qu'il peut lui consentir. Et j'arrive à votre question, il s'est passé quoi? Et que surtout, quelle est la position affichée par le ministre et la société, si vous avez eu l'occasion d'en parler? Ouais. Est-ce que ça s'est rendu à lui? Parfaitement. Je vais tout vous dire ça. Alors, que s'est-il passé? Le ministère a rencontré M. Poirier. Alors, le ministère, là, on parle de l'appareil administratif. Et le cabinet du ministre s'est entretenu avec M. Poirier aussi. Là, on parle de l'appareil politique. Ouais. Que sais-je de ces rencontres? J'ai demandé au ministre qu'il
il autorise son cabinet à me fournir un état de situation transparent. Il a dit oui. J'ai parlé à l'attaché du ministre, qui a parlé à M. Poirier, et puis, voici où c'est rendu. Le cabinet du ministre, il a sollicité de M. Poirier des données plus fines, une étude plus étoffée, laquelle étude, plus complexe, ne lui est pas parvenue encore au moment où je vous parle. Bon, là, vous allez peut-être vous demander, et je vais vous précéder, là, je le sens, où est l'os? Où il est l'os? Comment ça se fait? L'os, messieurs, c'est qu'à chaque fois que M. Poirier raffine ses plans, refait ses calculs, lance des experts sur l'examen de dimensions particulières, il engage des frais. Ouais. Sans la garantie qu'à la fin, ce pont, il le construira, qu'il aura l'autorisation et le soutien pour le construire. Parce que si le gouvernement décidait en effet qu'il va y avoir un pont sur la base d'un partenariat public-privé, parce que M. Poirier nous dit c'est privé. C'est privé à partir du moment où les fonds alloués aux traversiers le sont plutôt au pont. Là, on appelle ça un partenariat public-privé. Alors, si le gouvernement décidait qu'il va y avoir un pont sur la base d'un partenariat public-privé, pensez-vous qu'il irait de l'avant sans appel d'offres? Mais non. S'il pense être le seul assez audacieux pour répondre à un éventuel appel d'offres, c'est pas pire pour lui. Mais s'il croit, M. Poirier, qu'il y aura d'autres intéressés, il peut être plus frileux. Maintenant, il n'y a que M. Poirier qui puisse vous dire son degré d'optimisme et ses intentions. Moi, là, pour l'heure, je vous dis qu'en amont, c'est lui tout seul qui paye. Est-ce qu'on va finir par voir apparaître dans le portrait un autre acteur, une autre entité, qui n'est pas le statut d'une entreprise privée? Peut-être. Pendant ce temps-là, moi, à mon niveau, ma motivation à moi, c'est de porter avec enthousiasme, certes, mais aussi pragmatisme, un rêve que font les Sorellois depuis certainement un demi-siècle, puis dont je crois qu'il serait en effet favorable à notre développement économique. M. Poirier, dans son scénario original, il parle, pour compléter son montage financier, d'une somme aux alentours de 18 millions qu'il irait chercher justement au ministère des Transports par le biais de la Société des traversiers. Dans votre démarche, dans votre enquête, est-ce que vous avez senti que le ministère des Transports est ouvert à la possibilité de laisser aller les traversiers et de fournir la dite somme à M. Poirier, d'autant plus qu'on a d'énormes problèmes financiers là, à la société? C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, Pierre. Puis je le dis depuis le début là, aux acteurs locaux là, qui s'intéressent à cette question-là. Pensez qu'il sera simple que des sommes soient transférées de la Société des traversiers au ministère des Transports, qui à son tour va payer chaque année pour l'infrastructure pont privé, là. C'est pas vrai, là. C'est plus complexe. OK. Ça fait partie des obstacles. Là. Oui, et puis, encore une fois, le cabinet du ministre Lessard, il dit on veut avoir sous les yeux un projet plus étoffé, une étude avec des renseignements plus fins. Et la balle est dans le camp de M. Poirier. C'est pour ça que, pour la suite, il faudrait que vous parliez au promoteur. A-t-il l'intention de livrer ces précisions que sollicite le cabinet du ministre? Il n'y a que lui qui peut répondre à ça. Mais qu'est-ce que le ministre Lessard pense de ces coûts prohibitifs là, qui continuent d'augmenter du côté de l'opération du traversier versus l'aide potentielle qu'il pourrait apporter à la construction d'un pont? Bon. Pour répondre, moi, évidemment, je ne suis pas l'attaché de presse de Laurent Lessard. Tout le monde on s'en doute, oui. Ça ne me tente pas vraiment de défendre ses positions puis dire oui, là, je suis capable de faire ça comme un grand garçon, là. Moi, ce que je vous rapporte,
c'est que pour se faire une tête, le ministre veut avoir sous les yeux une étude où apparaissent des données sérieuses, précises, et le sentiment est que ces données, elles n'existent pas avec la précision qu'on souhaiterait les voir avoir. Sylvain, est-ce que tu as eu l'occasion de parler aux gens de la Société des traversiers? Ouais. Je n'ai pas parlé aux gens de la Société des traversiers. Cependant, j'ai demandé au cabinet de Laurent Lessard s'il y avait des échanges entre le ministère et la société ou entre le cabinet et le ministère, et il ne paraît pas y en avoir. On n'en est pas là. Encore une fois, là, eux autres, là, ils attendent des données plus précises du promoteur. Ils les ont sollicitées. Ils attendent après ça. Mais le degré de précision qu'ils attendent, c'est quoi? Parce que, je veux dire, on a eu l'occasion d'entendre des exposés de M. Poirier qui semblaient quand même aller assez loin dans l'exposition de ces données économiques. Qu'est-ce qui manque exactement au gouvernement pour pouvoir aller, enfin, comme tu le dis, de se faire une tête là-dessus? Écoutez, encore une fois, oui. je ne suis pas là, l'attaché de presse de Laurent Lessard, je ne travaille pas pour son cabinet. Là. Le cabinet peut seul répondre à cette question que vous formulez, mais j'ai observé moi-même qu'il y avait des questions méritant éclaircissement dans ce projet, des questions d'ordre technique, d'ordre économique, d'ordre environnemental. Il y a eu aussi, suite à des observations faites à M. Poirier par les autorités municipales d'une rive et de l'autre, des changements d'apportée au projet initial. Ouais. La structure a été déplacée, ce qui a provoqué l'existence désormais là d'un tablier plus long, ce qui a une influence indéniable sur les coûts de l'ouvrage. Alors, il y a des précisions encore à fournir, mais comme je vous l'expliquais, Pierre et Jean, à chaque fois que M. Poirier se remet à l'ouvrage, ben, il engage des sommes d'argent. Mm-hmm. Alors, c'est qu'il y croit, donc. Jusqu'où sera-t-il prêt à aller dans la fine précision, sans la garantie qu'à la fin de tout ça, le gouvernement se montrera intéressé à l'existence même d'un pont entre les deux rives, sans la garantie que c'est son projet qui sera avalisé par le gouvernement, parce qu'encore une fois, je vous le mentionnais, dans le cadre d'un partenariat public-privé, ben, il y a des appels d'offres. Alors, sa candidature pourrait ne pas être retenue. Ça va bien faire partie, j'imagine, là, de son analyse de la situation. Mais c'est à lui qu'il faut le demander. C'est à M. Poirier, là. Il est sur les listes pour l'automne, ça, c'est certain. Mais il n'a pas été énoncé aussi que il devait y avoir une entité formée par les gouvernements municipaux, probablement, pour s'approprier le projet, plutôt que ce soit complètement privé. Alors, je vous ai mentionné ça tantôt, là. Je vous ai dit que il pourrait bien y arriver, qu'on voit apparaître dans le portrait un autre acteur, une autre entité qui n'est pas le statut d'une entreprise privée. Et au cabinet de Laurent Lessard, on est conscient que ça pourrait en effet arriver dans le portrait. OK. Est-ce que, enfin, observateur que vous êtes, les difficultés qu'on connaît, parce qu'il y en a là, à la Société des traversiers, peuvent ralentir, même si on comprend bien là, que M. Poirier a fourni des informations plus précises. Est-ce que pendant ce temps-là, la Société des traversiers a du mal à fonctionner? Il y a plusieurs promesses qui ont été faites. Les coûts ont augmenté beaucoup. Et du côté de Sorel-Tracy, même on envisageait à court terme d'avoir une nouvelle gare fluviale. Dans votre observation et la connaissance du dossier, est-ce que les difficultés à la société viennent complètement retarder tout ça?
Ben moi, là, mon observation, là, elle est bien plus à l'égard du fait que M. Poirier avait basé tout son plan financier à partir de sommes allouées aux traversiers qui allaient être redirigées vers le pont pour s'apercevoir plus tard que la disparition totale, absolue là, des bateaux passeurs entre Sorel-Tracy et Saint-Ignace de Loyola, ça ne ferait pas du tout l'affaire des autorités municipales d'une rive et de l'autre. C'est vrai. Alors ça, là, je veux dire que ça modifie pas mal, là. Ça jette un gros pavé dans la mare. Bon, oui, dans le fleuve. Dans le fleuve. Le montage financier, là, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'il le retravaille. Hein. Mais il y aurait, oui, justement, puis dans ce retravail-là, s'il veut vraiment que la Société des traversiers ne soit plus un joueur, que ce soit récréo-touristique, même récréo-touristique, ben, il pourrait y avoir modification du plan pour inclure une voie qui serait praticable par les cyclistes, les piétons, les gens qui veulent observer les bateaux sur le fleuve. En effet, mais là encore... Il y a des coups. Mais là encore, il y a des coups, exactement. On va s'arrêter là-dessus, parce que je sais que vous êtes très pressé, vous êtes en pleine session de travail très intensive de ce temps-ci. Alors, on va te souhaiter un bel été, Sylvain Rochon. Merci beaucoup. On a eu une bonne nouvelle. En tout cas, si on n'a pas pour demain matin le pont Sorel-Tracy-Lanoraie, on a beaucoup travaillé et on a un nouveau nom, le pont Nœud, et le nom Maurice Martel, un hommage bien mérité. On l'applaudit nous aussi. Merci beaucoup, Sylvain Rochon. Merci. Et vous deux. On fait une courte pause et de l'autre côté, on rejoint notre prochain invité, Laurent Cournoyer, qui vient nous parler de la dernière édition de Contact Affaires qui paraît dans ces heures-ci, ces jours-ci, et qui donne la parole à 40 personnalités de la région sur l'avenir économique de la région. Bonne nouvelle économique. Une présentation de la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires. Débuté en 2013 et représentant un investissement de 174 millions de dollars, le nouveau centre de détention de Sorel-Tracy a été inauguré le 23 mai dernier par les ministres Martin Coiteux et Lucie Charlebois. L'établissement de juridiction provinciale pour les peines de 2 ans et moins un jour est le premier réalisé en partenariat privé au Québec. Desservant la Montérégie, il offre 300 places dans un environnement à la fine pointe de la technologie, plus sécuritaire et mieux adapté, alors que l'ancienne prison construite en 1965 comptait 88 places. La construction a employé près de 300 travailleurs et 130 nouveaux emplois permanents ont été créés. Au total, quelques 225 personnes y travailleront, expliquait le directeur adjoint du nouveau centre, Claude Ferron. La bonne nouvelle économique vous a été présentée par la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires. Vivre au bord de l'eau dans un lieu qui émane le calme et le confort, c'est ce que vous proposent les appartements au Pays du Survenant. Situés sur les rives du Saint-Laurent et surplombés d'un phare à bateau, nos appartements offrent la quiétude et un accès privilégié à un pavillon aux abords du fleuve, entouré de la faune et la flore qui font la réputation du Pays du Survenant. Vivez les saisons et leur beauté dans la sérénité d'un appartement chauffé et climatisé sans frais. Passez nous voir au 4 Alfred Caisse, du côté de Sainte-Anne. Les appartements au Pays du Survenant, inspirants de nature. FM. De retour à On a des choses à dire, une présentation de Luciedel Parizeau Cabinet d'assurance et du magazine Contact Affaires. On est de retour à On a des choses à dire avec Laurent Cournoyer de Cournoyer Publications. Comme je disais tantôt, il a mis son chapeau de Cournoyer Publications. Laurent, bonjour. Bonjour, messieurs. Laurent, une belle édition qui veut donner un souffle quand même, quoique pas mal positif finalement, sur un regard que pose une quarantaine d'intervenants de la région sur l'avenir économique de la région. Oui, tout à fait. En fait, depuis la création du magazine en 1999, on a à chaque 4 ans, à la veille des prochaines élections, bien entendu, on fait toujours un bilan avec les gens d'affaires. Et cette année, on a dit on va faire une autre formule où on va interviewer le plus de gens d'affaires possible. Et il y en a de grandes surprises. Il y en a 40 qui ont répondu positivement et on les laissait s'exprimer sur
le bilan actuel qu'ils en font au niveau économique. Mais surtout, l'objectif, c'est pour eux quelles devraient être les priorités pour l'avenir et pour eux, c'est quoi les perspectives pour l'avenir économique. Évidemment, c'est un magazine d'affaires, donc la seule et unique question, c'était sur l'orientation économique. Là. Est-ce qu'on a été surpris des commentaires qui ont été émis? Ben, c'est des gens que, en tant que président de la Chambre de commerce, c'est des gens que je côtoie, que je vois régulièrement, à qui je parle toutes les semaines. Donc, j'ai vu dans les textes, pour la plupart, le reflet de leur pensée sur le diagnostic de la situation actuelle, puis vers où on devrait s'orienter, puis mettre des efforts pour le futur. Je ne suis pas vraiment surpris de ce que j'ai lu, mais je pense que la plupart ont eu l'honnêteté, là, si je peux me dire ainsi, de s'exprimer clairement sur le bilan, puis sur qu'est-ce qui devrait être mis de l'avant pour le futur. Si on veut faire un résumé, là, si on essaie de compiler l'avis de tous et chacun, quel portrait on peut en tirer? En fait, c'est relativement positif sur... en fait, la nature humaine telle qu'elle est, puis surtout pour les gens d'affaires, on est toujours optimiste puis positif. Ouais. Et on veut toujours regarder les bons côtés de la chose. La plupart se sont exprimés assez clairement sur quels devraient être les projets à prioriser. Le son de cloche est assez positif. Il y a quand même un nombre de négatismes qui est pas nécessairement particulier sur Eltraci, mais bon, on a vécu de l'austérité au Québec là, dans les dernières années. On a un climat économique mondial qui est un peu incertain. Les choses bougent beaucoup. La grande industrie roule plus au ralenti que d'autres années où ça roulait plus à fond de train. Donc, il y a beaucoup de mouvances. Disons que les gens d'affaires ne sont pas insensibles à ça. Et en affaires, le pire ennemi, c'est l'instabilité, hein, puis l'inconnu. Donc, c'est sûr que ça a un impact à différentes sphères au niveau de l'économie. Mais règle générale, les gens d'affaires demeurent de nature optimiste. Et puis, je dirais que le portrait de ce qu'ils voient pour l'avenir est tout de même quand même positif. Dans le mot de l'éditeur, tu mentionnais que tu souhaitais que cet exercice-là donne de la matière aux candidats qui seront dans les différentes municipalités, candidats pour les postes électoraux. Oui, bien en fait, on a une belle tribune de gens d'affaires. Je siège présentement au niveau de la Chambre de commerce sur le comité régional de développement à la MRC. Et bon, c'est toujours les mêmes gens. On est une 12-14 personnes autour de la table, puis on se projette dans l'avenir pour... pas uniquement économique. Moi, je représente l'économie là, pour la Chambre de commerce, mais je pense que toutes les sphères sont bien représentées. Ouais. Et là, on a une belle tribune avec ces 40 gens d'affaires-là qui sont des gens influents, des gens de toutes les sphères de l'économie locale. On a une belle tribune pour passer un message à ceux qui vont se présenter lors des prochaines élections en novembre prochain. Ce seront les élections municipales. Donc, autant pour toutes les municipalités, que ce soit des conseillers municipaux, des maires, je pense qu'on a un message qui est clair, qui ressort de ces témoignages-là. Oui, ce qui ressort aussi de ces témoignages-là, dans les souhaits, si on peut le dire comme ça, c'est que le plan stratégique là, dont on vient de parler, de celui de la MRC, dont on a parlé au cours des dernières émissions, c'est quelque chose que tout le monde attend et on va probablement tous se rallier et miser sur cette démarche-là pour franchir une nouvelle étape là, dans notre volonté d'avoir un développement économique positif. En fait, cette initiative-là qui date d'il y a un an, ce projet-là sur lequel on travaille presque hebdomadairement là, depuis le début de l'année, on se rencontre aux 2 semaines, aux 3 semaines, c'est un peu un outil de travail justement pour les prochains décideurs qui seront à la tête des différentes municipalités, de la MRC, du conseil de la MRC. On leur dote, dans le fond, d'un outil qui est très représentatif de toutes les sphères de la population, pas uniquement économique, mais bon, l'économie en fait largement partie, là, parce qu'il y a 4 enjeux, puis 2 qui sont, disons, caractère économique. Ouais. Donc, je pense que c'est un bel outil, puis je pense que ça va doter un peu le conseil de la MRC vers les grandes orientations de ce que les gens de la région veulent pour l'avenir, puis comment se positionner. Donc, c'est un outil très intéressant. Et on a un objectif, c'est de le sortir rapidement en juillet, justement, avant la campagne électorale, pour que les gens les prochains conseils de ville... Parce qu'en fait, c'est un dossier qui va être porté par les élus de la région.
chacun des membres du comité est prêt à prendre des rôles pour faire aboutir différents projets qui vont être présentés là-dedans. Mais ultimement, les sous appartiennent aux municipalités, puis l'effet de levier, c'est les municipalités, puis la MRC. On peut bien avoir plein de projets, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait des sous rattachés à ça si on veut mettre de l'avant des différentes initiatives. La liste d'épicerie des différents intervenants qui ont été questionnés, je regarde, j'en ai retenu quelques-uns. Là, on parle de grand leadership dont on a besoin, et ça c'est partout à la grandeur de la MRC. Plus de PME à établir aussi pour augmenter d'une part l'offre, mais aussi la population, la diversification de cette offre-là, des infrastructures qui favorisent l'établissement de nouveaux résidents, de nouvelles entreprises. Est-ce qu'il y en a d'autres que j'oublie? Main-d'œuvre, les jeunes qu'on veut garder dans la région. En fait, c'est un peu ça qui était notre leitmotiv lorsqu'on a entrepris cette démarche-là. On s'est dit, ultimement, il faut renouveler notre population. Il faut que les jeunes soient tentés de rester dans la région de Sorel-Tracy ou de revenir à Sorel-Tracy après leurs études. Il faut de l'emploi, il faut créer la richesse pour la communauté, il faut avoir donc des entreprises qui s'établissent. Donc, ultimement, on fait tout ça pour la pérennité de la population. Donc, évidemment, dans un meilleur des mondes, une croissance de la population éventuellement, parce que l'impact, il devient économique, il y a un impact partout. Si la population croît, je donne des fois à titre d'exemple la municipalité de la ville de Saint-Hyacinthe, qui a à peu près 56 000 habitants, se sont donné en début de 2020, je crois, 2022, un objectif d'atteindre 60 000 habitants. Ça, je trouve que c'est un objectif qui est sage, qui est atteignable, qui est réaliste, qui est ambitieux aussi à la fois, mais ça donne un sens à tous les efforts de la région de Saint-Hyacinthe. Je pense qu'on doit se doter de cette planification stratégique-là parce qu'elle n'existe pas ou elle existait à une autre époque pour justement donner un sens à tous les efforts communs. Il faut que les intervenants travaillent tous ensemble avec des objectifs communs qui auront été décidés par tous ces leaders-là, ces intervenants-là. Et actuellement, ça fait défaut. Donc, la planification stratégique arrive au bon moment, je pense. Oui, ça arrive au bon moment. Par contre, comme on vient de le dire, je pense que ce que les gens entendent, c'est une action concertée, un travail d'équipe, parce qu'on a beau avoir le plus beau des plans, c'est dans l'action qu'on va retrouver les résultats. Et pour se situer dans l'action, il faut être capable de travailler en équipe. Est-ce qu'il y a des façons d'y arriver qui devraient être retenues? Est-ce qu'on peut convaincre les gens que peu importe le plan stratégique qu'on va développer, il y aura par la suite un nouveau dynamisme, on va dire comme ça, qui va permettre de travailler en équipe et d'aller au bout de ces projets-là? Je pense que le fait qu'il y a 12, 13, 14 ou 16 organismes qui sont en arrière de cette planification stratégique-là, ça va prendre du courage pour l'ignorer. Donc, je pense que si cette planification stratégique-là, elle est appuyée, puis elle est... chacun des organisations fait la promotion, puis chacun fait son petit bout pour aboutir à des actions. Ça ne sera plus l'œuvre d'un politicien de dire on ignore ça, puis ce sont que mes projets personnels qui vont prendre l'avant. Je pense que c'est un automatisme. Il n'y a personne qui va pouvoir, aucun élu, à mon avis, va pouvoir ignorer cette planification stratégique-là, qui est faite aussi avec eux et avec les intervenants. Et pour moi, un travail d'équipe, c'est que chacun était impliqué dans toutes les décisions. J'y ai participé à toutes les rencontres. Chacun a pu donner son point de vue sur quelles devraient être les priorités, comment on devrait les orienter. Puis la population aussi a été beaucoup impliquée dans les consultations. Fait que je pense que c'est gagnant-gagnant. Il n'y a pas un élu qui va pouvoir ignorer, à mon point de vue, cette planification stratégique-là. Et le défi, c'est qu'ils en soient les porteurs. Oui. Et ils détiennent le fruit de nos taxes. Hein, c'est notre argent, ça, là. Et la population s'est prononcée dans cet exercice-là. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ils auront le mandat avec les intervenants puis les différents organismes de réaliser ces actions-là. Il y a eu peut-être trop de planification stratégique ou de plans dans le passé qui sont demeurés sur les tablettes pour différentes raisons. Ouais. Mais je pense que, bien honnêtement, cette fois, c'est la bonne. Et je n'ai pas participé honnêtement au processus des anciennes planifications stratégiques parce qu'il y en a depuis, je pense, le début des années 90. Mais là, on sent vraiment une urgence et je vais reprendre les paroles de Denis Marion, qui en est le président du comité.
on n'aura pas de deuxième chance cette fois-là. Et on n'a pas le choix. On a une obligation de résultat, puis on a une obligation de réussir cette planification-là. Ouais, je crois que oui. Et l'échéancier, c'est justement à la fin de l'été, au début de l'automne. En juillet, ça sera présenté au conseil de la MRC. Et puis, justement, l'objectif, c'était qu'avant que la campagne électorale s'annonce, que ces gens-là aient un outil dans les mains, puis qu'ils regardent s'ils sont les bonnes personnes pour le réaliser, ce plan-là, avec les intervenants du milieu. Parlant d'avoir l'outil dans les mains, le magazine Contact Affaires contient plein de pistes de réflexion, à tout le moins. Exactement. Alors, les gens d'affaires pourront l'avoir en main au cours des prochains jours. Oui, à partir de demain et lundi, la distribution sera effectuée. Mais pour toute la population, le magazine est présentement en ligne sur contactaffaires.com. On va dans l'onglet nos parutions, là, Sorel Tracy, on voit rapidement. En couverture, il y a 40 photos des 40 personnes. Les 40 personnes ont été choisies. Il y a eu une invitation à tous les politiciens. Seulement 2 ou 3 n'ont pas donné suite sur l'ensemble. Et une bonne diversité jeune. Il y a même le président de la geste du Cégep qui se prononce. Donc, on a essayé d'avoir un portrait des gens bien établis. Écoutez, il y a eu plus d'une 50aine d'invitations et une 40aine ont répondu rapidement. C'est excellent. Donc, on est très, très fiers de cet exercice-là. Et si ça peut être utile, c'est un peu ça, la mission du Contact Affaires, d'être utile puis donner la voix aux gens d'affaires. On a eu un accès privilégié à l'avance, puis on peut rassurer les gens, ça se lit bien. Ce sont de courts témoignages. Exactement. C'est 2-3 petits paragraphes pour chacun. Ouais. Et chacun, la plupart font un bilan et la plupart donc donnent des pistes ou, à leur point de vue, des priorités à mettre de l'avant. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que quand l'économie va, tout va. C'est un cliché, là, mais quand l'économie va, l'emploi va, les entreprises s'établissent, la richesse collective est grandissante, on peut investir dans les loisirs, dans le communautaire. Donc, c'est le nerf de la guerre. Il faut réussir à développer notre économie puis enrichir collectivement la région. Ouais. Laurent Cournoyer, merci beaucoup. Merci beaucoup. Quant à nous, on va justement, un de ces 40-là est notre prochain invité, le collaborateur de la semaine, de la dernière semaine dont on a des choses à dire pour cette saison. Yves Bérard est avec nous après ceci. Construction de terrasses en vue. Faudra-t-il sacrifier des massifs de fleurs, une partie de l'aménagement, éliminer des souches ou creuser? Pour toutes ces opérations, Location FGL au 16-10 Bourget a l'équipement qu'il vous faut. Location FGL, ouvert en semaine jusqu'à 17h30 et 17h le samedi. LocationFGL.com. Du plus grand au plus petit, vos besoins en tant qu'entrepreneur varient. Pour protéger votre entreprise contre les risques climatiques ou économiques, pour accompagner votre croissance grâce au cautionnement ou encore pour offrir des assurances collectives compétitives à vos employés, votre courtier Lucier Del Parizeau est votre meilleur allié. Pour en savoir plus, appelez-nous au 1-866-Lucier ou visitez lucierdelparizeau.ca. Ici Yannick Lévesque. Mon travail m'oblige à de nombreux déplacements et j'avais besoin d'un véhicule alliant fiabilité, économie et confort. Le choix était facile à faire. Honda Sorel Tracy. Faites comme moi et choisissez Honda Sorel Tracy, 6975 avenue du Major Baudet. Le meilleur prix garanti, c'est ici. Du soleil cet après-midi, on prévoit un maximum de 24 degrés. Ennuagement soirée, il y a quelques averses qui débutent au cours de la nuit, venteux, minimum 14. Et ce vendredi, de la pluie intermittente, ça demeure venteux, maximum 21 degrés. 101.7 FM. De retour à On a des choses à dire, une présentation de Lucier Del Parizeau, cabinet d'assurance, et du magazine Contact Affaires. Une dernière entrevue, dernière participation pour lui aussi pour cette saison. C'est à On a des choses à dire. Yves Bérard. Bonjour, messieurs. Bonjour, Yves. Bonjour. Yves qui a participé à l'effort dont on parlait tantôt dans le Contact Affaires de ce trimestre-là. Je ne me souviens pas, je pense que c'est trimestriel, Contact Affaires. On a donc, tu avais des choses à dire du côté du développement économique et de façon plus pointue, quand je t'ai demandé de me donner un sujet pour la chronique, tu reviens sur le fameux investissement de 1,2 million pour le bâtiment H en perspective avec le développement du centre-ville.
En fait, oui, puis ça fait un peu le lien avec ce que M. Cournoyer vient de parler de concertation, puis tout ça. Puis moi, je vais amener une dimension aussi supplémentaire à ça, c'est, en fait, est-ce que, on part du principe que les fonds publics ne sont pas infinis. Et donc, on peut poser la question, est-ce que ce projet-là, s'inscrivait dans une démarche concertée avec les gens d'affaires? Bien, clairement, compte tenu quand même là, des vagues qui ont été créées, clairement, ça n'avait pas été le cas. Donc, c'est ce qui fait lien un peu avec l'intervention que Laurent vient de faire. Mais aussi, est-ce que, une fois qu'on aura fait ce projet-là de 1,2 million, qu'est-ce que le centre-ville aura de plus? Un restaurant, c'est tout. Alors, la question que je me demande, le lendemain matin, le restaurant est ouvert. Puis là, je dénigre pas M. Reynaud et quoi que ce soit. Là, on est content que des gens de l'extérieur viennent faire des affaires chez nous et puis tout ça. C'est le contexte et la façon dont ça s'est fait. Alors, 1,2 million plus tard, le restaurant est ouvert. Quel est l'impact sur le centre-ville réel? On a un resto, c'est tout. C'est un moteur. En principe, c'est comme ça que c'est présenté, un moteur de développement. Oui, mais soyons clairs, c'est un resto. Ouais. C'est ce qu'il y aura de plus. Par contre, ce qu'il y a de distinctif, c'est que c'est un resto qui fait partie d'un concept plus global. Dans le sens, je parle du quai Catherine-Legardeur, d'un aménagement qui est plus général. Là, vous parlez du prolongement du parc Regard sur le fleuve, en fin de compte, parce que moi, c'est la lecture que je fais de ce qui se passe là. C'est un projet initié par Robert Fournier, puis Marcel Gauthier, continué par Marcel Robert. Aujourd'hui, M. Péloquin en fait un bout, mais c'est rien, à mon principe, de ce que j'en ai compris, parce que, l'information a évolué énormément dans les 5 dernières années, on va dire. Qu'est-ce qui en reste de l'écomonde autrement que le nom? Même plus maintenant. Alors, c'est le prolongement du quai Regard sur le fleuve. Dans ce sens-là, je suis très heureux. Mais est-ce que... on part du principe que les fonds publics ne sont pas infinis. On a 1,2 million à investir dans la revitalisation du centre-ville. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un projet en concertation? Encore une fois, je fais du pouce sur votre intervenant précédent. Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir un impact beaucoup plus grand en se concertant avec les commerçants et propriétaires du centre-ville pour faire une formule du genre 1 $ investi dans nos façades et enseignes? La ville pourra investir 1 $, genre. C'est des choses comme ça. Est-ce qu'on peut parler d'un incubateur industriel dans la région? On n'a rien de ça. On va avoir un resto. On a beau dire, c'est à l'intérieur d'un autre projet, etc. J'ai hâte de voir l'autre projet, on ne le voit pas encore. Donc, est-ce que vraiment on a des outils de type incubateur industriel? Moi, je pense qu'on en a grandement besoin. Ou commercial, en fait. Commercial, mais si on se limite, parce que le développement économique ne se limite pas au centre-ville, mais les fonds publics, eux, sont toujours limités. Alors, quand on parle de la dette, quand on parle de toutes ces choses-là, les gens, à juste titre, se questionnent. On nous répond qu'il fallait quand même faire quelque chose avec ce bâtiment-là. Il fallait on nous l'a cédé, mais il fallait faire quelque chose avec. Là, on l'a démoli presque à 100%. Il est resté 4 colonnes. Alors, fallait-tu absolument, à tout prix, faire quelque chose avec quelque chose qu'on a presque à 100% démoli pour le refaire? La question se pose, en fin de compte. Donc, tu aurais trouvé d'autres avenues pour dépenser cet argent-là? Moi, je pense qu'on a le droit de poser la question, est-ce que le 1,2 million qu'on a investi a été investi à l'endroit où on aura le maximum de retombées économiques pour l'ensemble de la population? Moi, personnellement, je pense que tout le monde l'a bien compris, je suis sur l'impression que non. On table beaucoup sur l'impact que peut avoir un complexe complet d'offres touristiques dans ce secteur-là, qui comprend, oui, le parc Regard sur le fleuve, peu importe s'il a été commencé, il a été établi là, à mon arrivée, il y a une trentaine, il y a 30 ans environ, ou un peu moins.
par le maire Gauthier qui... Fournier, en fait. Ouais, c'est Robert Fournier qui a eu l'idée. C'est l'idée de Fournier, ouais. mais ça a été concrétisé par Gauthier après le refus de Tracy d'aller de l'avant avec un projet dont les sommes étaient déjà attribuées pour développer Mézuna. Si je me souviens bien, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est bon. Et oui, des gens font du millage. Marcel Robert a continué, lui aussi, a fait une autre section. Et là, moi, je suis pas contre le fait qu'on table sur l'impact que ça peut avoir, parce que ça va être quelque chose d'unique, que ce parc-là se prolonge par une jetée dans le fleuve qui apporte un regard sur le fleuve qui est inégalé nulle part. Mais tu sais, depuis des années, la ville s'est portée acquéreur de nombreux bâtiments sur la rue Augusta, entre Phipps et Hôtel-Dieu. En fait, l'objectif étant d'ouvrir une fenêtre sur le parc Regard sur le fleuve, parce qu'encore aujourd'hui, pour quelqu'un qui arrive à Sorel, qu'on rouvre le resto ou pas, là, c'est encore une fois le secret le mieux gardé à Sorel, ce parc-là. Il est invisible du centre-ville. De moins en moins. Pour quelqu'un qui le côtoie de très près. Oui, mais vous comprenez le principe qu'on n'a pas nécessairement une fenêtre du centre-ville ouverte sur ce parc-là, qui lui-même est ouvert sur le fleuve. Mais je pense qu'il y a une volonté clairement exprimée de la part de Serge Péloquin, pour ne pas le nommer, de voir les commandes comme justement un espace plus grand que le quai numéro 2 ou le quai Catherine-Legardeur, et de faire en sorte que le développement se fasse vers le centre-ville, qu'on s'en vienne ici vers le centre-ville, qu'on aille vers la marina provinciale de l'autre côté, terminer peut-être la promenade qui est là. Bref, dans ce qui est exprimé, en tout cas, on sent qu'il y a une volonté d'étendre le noyau là, du quai Catherine-Legardeur. Je pense toujours à dire quai numéro 2. Mais je pense qu'il y a une volonté de construire autour. Évidemment, là, on est en plein centre des travaux. On est en train d'y terminer, mais quand même, c'est des gros travaux, là. Pas banal. En fait, on l'a démoli et refait, là, le bâtiment. Je parle pas juste du bâtiment. OK, le quai, oui. Du quai. En fait, je voudrais pas laisser l'impression que je suis contre qu'on fasse du développement récréo-touristique. Je pense que c'est un levier économique excessivement important. Oui. Mais encore une fois, assurons-nous de ne pas prendre nos rêves pour des lubies un peu, c'est-à-dire que d'accoucher d'une espèce d'éléphant blanc où ça sera un puits à injection de fonds publics récurrents année après année, avec somme toute des impacts qui faudra les mesurer, tu sais, parce qu'il y a toutes sortes de chiffres là, qui sont évoqués, tant qu'au projet Stratera, excusez-moi, c'est facile à retenir. Mais vous comprenez l'idée, tu sais, on a vu des chiffres, là, il y a peut-être un an ou deux qui circulaient où on aurait genre 1,5 million de visiteurs, et là, les gens ont contesté ça un peu en disant, écoutez, c'est ce qui se passe aux zoo de Granby après un demi-siècle d'activité. Plutôt 200 000, non? Oui, 200 000, c'est ça, qui est le chiffre qui est l'achalandage du zoo de Granby. Alors, c'est un peu... Alors, moi, je veux juste que... Parce que le projet Écomonde, d'abord, c'est un projet avec un complexe hôtelier. Et là, on est en train de tout faire sans qu'il y ait d'hôtel. Alors là, on a des salles de conférences, des salles de... Mais t'as pas de gîte. Alors, on fait quoi? Tu sais, c'est pas... Le plan de match n'est pas clair, là. C'est pas défini, là. Puis dans la séquence, puis où on s'en va. Puis pourquoi que ça fait quand même 15 ans qu'on veut accoucher avec le projet Écomonde? Plus que ça, même. À peu près ça, une quinzaine d'années. Moi, je me souviens avoir participé financièrement là, d'1 000 $ pour ce projet-là, puis etc., qui était à l'époque Boulevard Poliquin. Mais en fait, on n'a jamais réussi à attirer un opérateur hôtelier. Il faut se questionner. Pourquoi? Mais là, on continue, on va de l'avant, sans le complexe hôtelier. Il y a des questions à avoir. Donc, mais là, on est en train de faire le procès de ce projet-là, alors que moi, je parle plutôt de l'opportunité de dépenser 1,2 million dans le centre-ville sans qu'on ait d'impact visible majeur. Yves, en 30 secondes, oui. Tu pourrais nous résumer ce que tu avais à dire dans le contact à faire pour l'avenir économique?
Ça fait déjà quelques mois. C'est le résumé de ses propos de la saison. Remarque, ça ressemble à ça. Moi, je les ai un petit peu plus frais en mémoire. Je m'excuse, j'ai pas relu le contexte. J'ai l'air du gars qui... Contactaffaires.com. Merci. C'était très intéressant, très pertinent. C'était assez critique, oui. En fait, tu sais... un des plus critiques. C'est dur de... Enlevons nos lunettes roses, regardons, faisons un constat lucide, sans s'auto-flageller, mais soyons à tout le moins lucides sur notre situation réelle, évaluons nos forces réelles, nos faiblesses réelles, regardons-le et assumons-les, puis travaillons avec ça, mais pas en se disant on est donc beau, puis on est donc fin. Ça fait 20 ans qu'on se dit ça, puis qu'il se passe rien, tu sais, puis je vais être encore très critique, mais je pense que des plans d'action, on en a eu un puis deux, puis on n'a pas eu beaucoup d'action. Alors, il faut sortir de cette dynamique-là. Ça a l'air que ça va changer. Ben oui. Clin. Écoute. Soit-on là. Absolument. Je pense que l'important, ce qu'il faut retenir de ce qu'on a dit tantôt, puis ce que tu dis également aussi, c'est serrer les coudes. Travailler en équipe. Travailler en équipe. Donc, c'est clair qu'il y a eu quand même un tollé, et il y a encore, ça jase encore dans les chaumières là, du fameux projet de 1.2. Donc, on n'est visiblement pas dans cette dynamique-là de concertation, dans cette dynamique où c'est un come together, là, tu sais, là, qu'on fait un bi tout le monde ensemble. On n'est pas là encore, là. Alors, s'il y avait une volonté publique et populaire, j'en parlerais pas comme ça. C'est parce qu'il y a quelque chose. Là. J'invente rien, moi, là. Moi, j'ai rien inventé, là, ce midi. Absolument. Merci beaucoup, Yves. Ça m'a fait plaisir. C'était une très belle expérience. J'espère pouvoir renouveler ça. D'ailleurs, on va se réunir, faire un post-mortem de tout ça bientôt. On va en discuter tous ensemble avec les collaborateurs. D'ailleurs, en concertation. En concertation, travailler en équipe pour évoluer là-dedans. Merci à Yves. Merci aussi. Écoute, je vais te demander ma participation. Je viens d'apercevoir, je ne les ai pas écrits, mais il y a Réjeanne Salvaille à qui on doit dire un gros merci également aussi. Michel Lefebvre qui a débuté la saison au poste que tu occupes présentement. Jean-Marc Lebeau, Nicolas Davy, Diane Bouchard. Je pense que ça fait le tour. On a oublié quelqu'un. Potom. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Mario Fortin. Mais oui, Mario. Alors, merci. Et Jocelyn Dano qui a aussi participé une bonne partie de la saison joyeux aussi. Groupe. Joyeux, ça dépend. C'est pas tout le monde qui a le même. On a tous le même objectif. C'est les intérêts supérieurs de notre région. Et je pense que c'est un point commun de rassemblement pour tout le monde. C'était dans cette optique-là qu'on le faisait aussi. Tout à fait. Je tiens à ce que les gens en soient bien conscients. Oui. Pierre, merci beaucoup également aussi de cette belle saison qu'on a passée ensemble. Oui. Merci à vous à la maison de nous avoir appuyés. Merci au Contact Affaires et à Lucie Dale Parizeau, notre commanditaire principal de l'émission. Et on se donne rendez-vous fort probablement à l'automne prochain. On vous annoncera ça en cours d'été. Alors, profitez-en justement de ce bel été qui se propose j'espère, en fin de semaine, il va y avoir un petit Internet, semble-t-il, mais ça devrait bien aller. Alors, profitez-en bien tout le monde et avec prudence surtout. À bientôt. Bon été, bye. On vient encore de redéfinir l'intelligence. Ça fait 51 ans que la série F repousse les limites. Et avec des caractéristiques disponibles sur le F-150 telles que le Pro Trailer Backup Assist, on n'est pas prêt d'arrêter. Louez le F-150 XLT 4x4 2017.